Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de prendre du temps dans votre agenda. On va effectivement être ensemble pendant à peu près une trentaine de minutes. L'objet de ce point, c'est de vous présenter, d'être un peu plus précis aussi sur un certain nombre d'usages, trois pour être précis, qui me paraissent importants en termes de Web3. Donc c'est un format webinar. Vous êtes certainement très habitué à ça, donc il y a un peu moins d'interactivité que dans une logique de formation plus traditionnelle. Mais pour autant, n'hésitez pas à utiliser le chat sur votre droite, si je ne dis pas de bêtises, et j'essaierai de répondre à vos questions, peut-être en fin d'intervention plutôt que pendant, mais en tout cas, n'hésitez pas. Donc, je vous propose tout de suite, parce que ça va être un petit peu dense, de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, je m'appelle Alexis Rollin, si tant est que ça marche, voilà. Je travaille et j'ai fondé une agence conseil dans le numérique il y a déjà une petite vingtaine d'années. Je travaille sur des problématiques assez diverses. Je suis formateur et sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui, j'accompagne, que ce soit des dirigeants ou des comités exécutifs, sur le sujet plus spécifique du Web3. Et ça fait un peu plus de 26 ans que je bosse sur le numérique. Voilà, ça c'était la minute dinosaure. Passons au vrai sujet qui nous occupe, à savoir cette question du Web3. Donc, j'enfonce une porte ouverte, vous le savez par cœur. Il est évident que ces notions du Web3 ont été hyper médiatisées depuis un peu plus d'un an. Pour autant, derrière cette spéculation dont on peut parler sur les NFT, moi je considère qu'il y a quand même des éléments qui sont assez structurants pour nos métiers autour du marketing, et c'est ce que j'ai envie de vous partager cet après-midi. Pour démarrer, alors vous avez peut-être tous des niveaux un peu différents, mais je pense que c'est important quand même d'essayer de vulgariser certains concepts. Vous allez voir qu'il y a des concepts qui sont quand même structurants et des sous-jacents forts de l'ensemble des thématiques liées au Web3. Donc, je vous propose de rentrer directement sur le sujet. Ça, c'est une phrase que j'ai vue il y a peu de temps et avec laquelle je suis assez d'accord sur le fait que l'hypermédiatisation à laquelle on a tous été soumis autour du Web3, clairement, c'était surestimé à court terme. Pour autant, et c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, moi, je crois vraiment qu'il y a quelques éléments sur lesquels il faut absolument qu'on s'intéresse, absolument qu'on aille fouiller, détailler, trouver des exemples, parce que, à mon sens, ils sont assez porteurs de changements qui pourraient être assez significatifs. Alors, le Web3, d'abord, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous faire une tartine là-dessus. Ça, c'est un tweet qui, à mon avis, résume pas mal les choses. On est début, milieu des années 90, 94, 95, effectivement, le web arrive, donc ça, on appelle le web 1. On est dans un mode assez traditionnel. Vous êtes consommateur d'une information, donc vous vous connectez avec votre navigateur et vous lisez des contenus. On fait un petit saut temporel, on se retrouve à 2004, peut-être un petit peu avant, où on commence, nous, en tant qu'internautes, à contribuer. Alors, ça démarre plutôt par les blogs, et puis il y a les réseaux sociaux qui arrivent, et donc on n'est plus seulement dans une logique de lecture, on va pouvoir contribuer, écrire, soit donner un avis, soit même écrire des articles, etc. Mais on le fait quand même, et ça c'est un point sur lequel il faut s'arrêter 20 secondes, on le fait quand même en général dans des plateformes qui sont des plateformes propriétaires. Et vous me voyez arriver probablement avec la notion de centralisation. C'est-à-dire que quand vous écrivez un article ou un post à l'époque sur Facebook, vous connaissez cet adage où on dit quand c'est gratuit, en fait, c'est que c'est vous le produit. En l'occurrence, à l'époque sur un Facebook, l'article que vous postez va générer de l'audience. Cette audience, elle va être monétisée par Facebook en publicité. Donc ça leur sert. Et donc effectivement, le Web 2, c'est je lis, je contribue, mais je ne suis pas chez moi. Le Web 3, c'est la grosse nouveauté, effectivement. Donc pas de changement radical sur le fait d'accéder à l'information et de pouvoir contribuer. Mais en revanche, et c'est ça un peu l'un des enjeux dont je vais vous parler cet après-midi, c'est que le créateur va être propriétaire de son contenu. Et donc, on commence à travailler sur cette idée de décentralisation. Vous n'êtes plus dans une logique, effectivement, où ce que vous produisez ne vous appartient pas. Alors, je ne vais pas vous faire un point sur un cours théorique sur la blockchain. Vous avez, certains d'entre vous, peut-être lu des choses. C'est très vite, très technique. Mais en revanche,
C'est vraiment un des fondamentaux. Et donc, je pense que c'est important de passer deux minutes peut-être pour comprendre comment ça marche. D'abord, on parle d'une blockchain. En fait, retenez qu'il y en a des centaines. C'est une histoire qui commence en 2008 avec une vision peut-être un petit peu activiste, puisque c'est le principe de dire 2008, crise financière, centralisation des banques, et comment est-ce que ces nouvelles méthodologies vont nous permettre de gagner un peu d'autonomie. Donc, prenons un exemple assez bateau. Vous avez un individu A qui va faire une transaction vers un individu B. Donc cette transaction, elle va comporter des paramètres, des informations, le descriptif, un prix, peu importe, après on peut tout imaginer. Jusque-là, rien de nouveau. En revanche, et c'est là où on rentre dans l'idée de la blockchain, c'est que ce fameux bloc d'informations, il va rentrer dans un processus technique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est des techniques cryptographiques, on va sanctuariser en fait ce bloc par des gens qui sont des validateurs, et ce bloc va venir s'inscrire dans une chaîne de blocs, d'où blockchain, et ça va venir s'inscrire à une date précise, avec un eurodatage particulier, etc. Et donc là, à ce moment-là, c'est validé, c'est sanctuarisé, et la transaction de A vers B est validée. Une fois qu'on a dit ça, c'est un peu tech, en fait, c'est quoi une blockchain? C'est une base de données. Jusque-là, rien de très nouveau. Je stocke de l'information de manière décentralisée, ce n'est pas sur un seul serveur. Mais là, on commence à aller un petit peu vers des nouveautés. C'est que cette base de données, elle est publique, c'est-à-dire que si j'ai les bons outils, je peux aller voir effectivement qu'il y a une transaction entre A et B tel jour, telle heure. Et surtout, et ça c'est le truc qu'il faut retenir, c'est que cette transaction et cette inscription dans la blockchain est inaltérable, irréversible. C'est pas comme une base de données propriétaire où je peux changer les informations une fois qu'elles sont inscrites. Donc là, c'est absolument sécurisé, inaltérable, et c'est pour ça qu'on parle de certification. Sujet sur lequel je vais un peu plus vite parce que vous le connaissez, on en entend parler tous les jours, on en a un petit peu moins entendu parler depuis le début de l'année, et puis là, effectivement, à la rentrée, ça a redémarré. Un métaverse ou méta-univers, qu'est-ce que c'est? Je vais en parler tout à l'heure, mais c'est un lieu, un environnement globalement immersif, c'est-à-dire que vous avez en général, mais pas tout le temps, un casque de réalité virtuelle qui va vous permettre de vous balader à l'intérieur. C'est plutôt 3D, mais il y a aussi des exemples en 2D. C'est un environnement qui est persistant, c'est-à-dire que quand vous vous déconnectez, il va continuer à se passer des choses. Il y a des utilisateurs avec qui on peut interagir. Voilà. Donc, le point sur la métaverse, c'est de se dire, nous, en tant que gens de marketing, il y a un certain nombre de signaux qui pourraient nous faire penser qu'il va y avoir un transfert d'audience entre les réseaux sociaux, des réseaux sociaux vers ces métaverses. Un cabinet comme Gartner évoque, lui, carrément que dans 3 ans, on serait un quart de la population à passer à peu près 1 heure par jour dans ces environnements. Donc, on s'interroge effectivement de se dire, il faut aller là où l'audience est. J'enchaîne, j'ai fait un petit tour un peu rapide sur des éléments de définition. Le premier usage sur lequel ça m'intéresse d'attirer un peu votre attention, c'est que c'est vrai que les métaverses, et il n'y en a pas qu'un, il y en a là encore, il y en a beaucoup, c'est plutôt quelque chose qui est venu de l'industrie du gaming, et donc on est plutôt associé à cette idée de chat, de divertissement, mais pas que. Et c'est ça l'intérêt aussi des différents exemples qu'on peut suivre, c'est qu'il y a de plus en plus d'expérimentations qui se font dans le domaine du B2B. Alors, la première chose à laquelle on pense, parce qu'on a tous vécu la pandémie qu'on a vécue, c'est est-ce que ces outils-là seront le futur de la visio, le futur de la collaboration? Et là, il y a plusieurs sujets, un peu, ou plusieurs mêmes approches qui peuvent peut-être s'affronter. Il y a, déjà, on voit des expérimentations dans le domaine des ressources humaines, ou dans le domaine du recrutement, faire passer un entretien à un avatar, ça permet peut-être d'enlever certains biais. C'est des expérimentations qu'on voit aussi, et de fouiller plutôt les compétences. On voit aussi certaines directions des ressources humaines travailler avec des principes d'onboarding, donc l'accueil d'un collaborateur. Alors évidemment, il n'y a surtout pas que du métaverse, mais en physique, mais dès qu'on est sur du multisite, ça peut servir. Et puis il y a toute cette idée autour du travail collaboratif. Comment est-ce que, en se rencontrant, même parfois de manière un peu aléatoire, on peut susciter des discussions? C'est un sujet qui est évoqué avec les fameux
acronyme américain sur voilà, Management by Wandering Around. C'est un peu la machine à café, quoi. Voilà, est-ce qu'on peut se retrouver, est-ce qu'on peut susciter des nouvelles discussions? Il y a un acteur français intéressant qui s'appelle Jamespot, qui a lancé Jamespotland, qui est un acteur important dans le domaine du collaboratif. Et eux, typiquement, alors, c'est vrai qu'ils sont en 2D, vous le voyez sur la gauche de l'écran, ils sont plutôt à un lien entre la 2D et la visio, mais ça travaille vraiment cette idée. De l'autre côté, chez les très gros, ben, vous avez un partenariat qui a été signé entre Meta, donc ex-Facebook, et Microsoft, pour dire est-ce que l'avenir des réunions Teams peuvent se passer dans ces environnements d'avatar. Là encore, il y a des thèses qui s'affrontent un peu, mais on peut lire que derrière cette logique de Zoom fatigue, hein, tout ce qu'on a vécu d'être derrière des visios toute la journée, semblerait que le fait d'être dans un métaverse, de pouvoir tourner la tête, regarder quelqu'un, de ne pas avoir un retour caméra non plus, soit un peu plus reposant. Et puis, bien sûr, tous les outils de collaboration qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est sur l'aspect collaboration. On a ensuite des sujets autour de la formation. Ce que vous voyez à l'écran, donc là on est dans un environnement purement professionnel, un entraînement de pompiers, un opérateur qui a un casque virtuel et qui va travailler dans un environnement. Vous allez voir, il y a un certain nombre d'actions sur sa lance. Dans quelques secondes, sur la droite de l'écran, vous allez voir l'écran sur lequel on voit ce qu'il observe. Et là, on est vraiment dans une logique de formation. Donc 3D, immersive, métaverse, parce que demain, il peut y avoir ses collaborateurs qui viennent aussi avec lui, même s'ils sont connectés d'un autre lieu, pour pouvoir s'entraîner. Donc la formation est un sujet qui intéresse les gens dans les métaverses. On a un autre terme que vous avez probablement entendu aussi, on parle de jumeaux numériques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette idée de vraiment transcrire dans un environnement 3D, on refait un environnement existant. Là, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est BMW. C'est un exemple qui date un peu, il a été publié il y a à peu près un an, où les gens de chez BMW ont simulé l'intérieur de plus d'une trentaine d'usines et en temps réel, hein, avec des gens qui avaient des capteurs et qui simulaient des positions d'objets sur les lignes de production. La question posée était comment est-ce qu'on peut faire des gains de productivité et vous voyez les chiffres qu'ils avancent, et il y a pas mal d'articles qui sont sortis à ce moment-là, montraient des gains de productivité assez significatifs. Donc là, on est je voulais vous parler un peu d'un des premiers usages qui est, OK, les métaverses, on entend beaucoup ça dans le domaine du divertissement, mais est-ce qu'il y a des choses dans le domaine professionnel? Et oui, je pense qu'il y a ces sujets-là. Le deuxième usage qui me paraît important, je pense même que c'est un peu un euphémisme parce que je pense qu'il est révolutionnaire, c'est la notion de la rémunération de la propriété intellectuelle en parlant des NFT. Alors, si je parle de NFT, je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure. Un NFT, c'est quoi? Alors oui, avec l'hypermédiatisation dont je parlais, on a tous ces exemples en tête, hein, ces espèces de petits pictos, ces petits gifs de CryptoPunk, de chimpanzés en tout genre qui ont au plus haut de la spéculation, ces espèces d'objets visuels, artistiques étaient valorisés des centaines de milliers de dollars. Mais les NFT, c'est pas du tout que ça, fort heureusement, même si la dimension artistique existe et on appelle ça les collectibles, mais il n'y a pas que ça. C'est quoi un NFT? Je pense qu'il faut retenir des choses assez simples. C'est un certificat d'authenticité numérique, c'est-à-dire que vous avez un objet numérique, un fichier qui vous appartient à vous, qui contient un certain nombre de paramètres. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est ce qu'on va appeler un smart contract. Si on rentre dans la logique, dans la définition pure, jeton non fongible, non-fungible token, et je vais aller vite, quelque chose qui est fongible, c'est les billets de 50 € que vous avez là. Celui de gauche a exactement la même valeur d'usage que celui de droite. Ce n'est pas le cas d'un NFT. Un NFT, c'est un objet numérique unique. Et c'est un peu nouveau parce qu'on avait plutôt l'impression de dire, dans le numérique, je prends une image, je fais un copier-coller, je peux la dupliquer indéfiniment. Non, avec un NFT, chacun de ces fichiers a une signature. Et vous allez revoir le petit schéma que je faisais tout à l'heure sur cette idée que c'est la blockchain. Et c'est pour ça que je parlais du fait que la blockchain est un sous-jacent technique hyper important de tous ces éléments-là. C'est qu'à un moment donné, on va prendre un objet.
je suis photographe, je veux valoriser mon travail, je veux traduire une de mes photos et je veux en créer un NFT. Je vais passer par un process exactement le même que celui que j'évoquais tout à l'heure sur la logique de blockchain, sauf que là, il y a un mot particulier qui s'appelle minter, et je vais transformer mon objet numérique, ma photo, en quelque chose qui va être encrypté et stocké dans cette fameuse blockchain avec des paramètres. Et là je pense qu'il faut là encore s'arrêter un tout petit peu. Dans les paramètres, je vais aller vite sur les deux premiers. La rareté, c'est exactement comme si vous étiez dans une logique de créer des tirages limités. Voilà, je prends toujours mon exemple de la photo. Je veux en faire 50 exemplaires, 50 tirages limités, 1 sur 50, 2 sur 50, etc. Ben, quand je crée mon NFT, dans l'action technique de transformer mon image en un NFT, je vais dire que j'en veux 50. Il y a un certain nombre de spécifications autour de cet objet, très bien. Mais le point sur lequel j'insiste, et je pense qu'il est intéressant de le retenir, c'est la notion de droit de suite, royalties, peu importe le terme. Mais c'est le fait de dire, moi en tant que créateur, au moment où je fabrique mon NFT, je vais définir un pourcentage qui fait qu'à chaque fois qu'il y aura une transaction sur ce NFT, quelqu'un qui va le vendre, moi, créateur, je toucherai une partie de cette transaction. Et ça, c'est évidemment très nouveau. Donc, je prends l'exemple. Je suis le fameux photographe dont on parlait tout à l'heure. Je transforme ma photo en NFT, l'acte de minter. Donc, je me retrouve évidemment avec mon NFT que je vais vendre à une première personne, ce collectionneur, par exemple, le collectionneur 0, et il va me payer. Jusque-là, pas très original. En revanche, et c'est là où il y a un truc qui est révolutionnaire, c'est que le collectionneur 0, quand il va le vendre peu de temps après, ou peu importe, à un autre collectionneur, moi, créateur, je vais prendre 5% de la transaction parce que je l'ai défini au moment où j'ai créé, où j'ai transformé mon œuvre en NFT. Et ça, ad vitam. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a quand même autour de la rémunération du travail du créateur quelque chose d'extrêmement nouveau. Auparavant, je pouvais donner mon travail, présenter mon travail par un galériste, si je reste dans l'exemple de l'art. Le galériste allait prendre une commission sur la vente, tout à fait normal. Et ensuite, mon travail partait dans la nature. Alors, bien sûr, il y a la notion d'offre et demande, il y a la dimension d'une cote, très bien. Sauf que là, la grosse différence, et je m'arrêterai là, vous l'avez compris, c'est qu'à chaque transaction, moi, créateur, je vais être rémunéré. Et donc, c'est une valorisation de l'œuvre tout au long de sa durée de vie. Donc ça, c'est un point vraiment très important dans les NFT. On en parle de plus en plus, mais ce n'est pas forcément le point qui a été mis en lumière au début. Le sujet maintenant, le troisième usage qui me paraît vraiment révolutionnaire, n'exagérons peut-être pas, mais en tout cas, je pense que nous, personnes du marketing, on a vraiment cet enjeu de se dire est-ce que ça va impacter nos méthodes de travail dans le domaine de la relation client, le CRM. Là, je pense que là encore, il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête et qui est très nouveau. Alors, pour aller plus loin dans l'explication, il faut que je vous parle d'un autre concept. Donc, ça fait beaucoup. On a parlé de la blockchain, on a parlé des métaverses, on a parlé du NFT. Là, il y a la notion de wallet. Alors, le wallet, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est un portefeuille, mais c'est un objet. Ça peut être une petite application sur votre ordinateur, une extension dans votre navigateur. Ça peut aussi être une app dans votre smartphone. Les plus connus, en tout cas celui dont on parle beaucoup, c'est MetaMask. Il y en a d'autres. Phantom en est un autre, mais il y en a beaucoup. Et donc, ça sert à quoi un wallet? Comme un portefeuille assez classique, je vais pouvoir, et c'était un peu l'usage du début, c'est que je vais pouvoir stocker mes crypto-monnaies. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux stocker mes fameux NFT. Donc, un NFT, vous l'avez vu, c'est ces objets numériques. Ça peut être de l'art, ça peut être un visuel, ça peut être un nom de domaine, par exemple. Enfin, il y a beaucoup d'applications. Jusque-là, l'usage n'est pas très nouveau. Ok, c'est un espace de stockage. En revanche, là où on commence à aller vers des choses un petit peu nouvelles, c'est que grâce à ce wallet, vous allez pouvoir vous authentifier.
quelque part. Je vais vous donner un exemple très concret dans le slide suivant. Et puis, demain, en respectant vos données privées, puisque ça, c'est aussi un des gros sujets de la décentralisation et du Web3, si je l'accepte, je peux être amené à recevoir des messages. Et ça, c'est des usages qui sont en cours de développement vraiment en ce moment. Il y a encore pas mal de sujets là-dessus. Alors, je vous donne un exemple. Donc là, on est sur OpenSea. OpenSea, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, comme il en existe beaucoup. Celle-là, c'est vrai que c'est peut-être la plus grosse. C'est une plateforme d'échange, d'achat, de vente de NFT. Ça a plutôt démarré dans le domaine artistique, mais vous pouvez aussi acheter des noms de domaine, par exemple, là-dessus. Alors, sur la partie droite de l'écran, vous allez repérer un picto que vous connaissez par cœur. Vous le connaissez dans les sites e-commerce, vous le connaissez à partir du moment où vous arrivez dans un site où vous avez un intérêt à vous identifier. Donc, le profil, vous voyez, j'ai mon profil, j'ai un certain nombre d'accès peut-être à des actions que j'ai pu faire par le passé. Vous allez vous connecter soit avec un identifiant et un mot de passe, je vous apprends rien, soit avec des outils tiers, par exemple comme le Google Connect, les authentifiants de Google. Mais en revanche, à droite, là, juste là, petit picto qui apparaît, qui est ce logique de wallet. Et c'est là où on rejoint l'idée que j'ai évoquée il y a quelques secondes, c'est qu'avec votre wallet, vous allez pouvoir vous authentifier sur le site. Donc, on va dire, OK, très bien, donc connectez votre portefeuille. On va, dans ce cas précis, vous en proposer plusieurs. Je vous disais que MetaMask était un des plus importants. Il est effectivement cité ici comme quelque chose de populaire. Et donc, en vous connectant avec votre wallet, vous allez donner l'autorisation au site de communiquer avec votre wallet sur les informations que vous souhaitez partager, pas sur tout. Et on va voir quelques exemples. Donc, dans un wallet, je suis authentifié comme le propriétaire d'un certificat de propriété ou d'un NFT, enfin d'un NFT. Là encore, tout ça peut paraître un petit peu nébuleux et ne pensez pas qu'un NFT, c'est uniquement des objets complètement dématérialisés. Sur la partie gauche de l'écran, ça, c'est des expérimentations qui sont en cours aujourd'hui avec une marque de montres de luxe, Breitling, qui, en s'appuyant sur une blockchain qui s'appelle Ariani, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de blockchains, va intégrer dans son parcours d'acquisition le fait de transformer la possession de votre montre en un NFT. Donc là, on est sur le principe assez clair, vous le voyez, je vais scanner, c'est un QR code, hein, je vais scanner mon certificat de garantie plutôt que de le paumer. J'aurai accès dans mon wallet au NFT qui prouve que je suis bien le détenteur de cette montre. Et donc, si on revient quelques minutes en arrière, quand je vais me connecter demain sur le site de Breitling avec mon wallet qui se connectera au site, Breitling, sans d'ailleurs peut-être même connaître mon identité, et si je leur ai donné l'autorisation, va voir que je possède le NFT d'une montre. Donc ça veut dire que je suis le possesseur de cette montre. À ce moment-là, et c'est là où on revient sur l'idée du marketing relationnel, de la relation client, ils peuvent m'envoyer ce qu'on appelle des drops, c'est-à-dire des NFT gratuits. Ça peut être une carte de membre d'un programme de fidélisation, ça peut être une invitation à une soirée, à une vente privée, et je vais montrer mon NFT pour pouvoir rentrer, mais ça peut aussi être d'autres usages assez classiques en fait, mais qu'on peut voir comme par exemple, je suis sur le site de Breitling, je suis possesseur, donc je suis client de Breitling, et on va peut-être m'ouvrir, parce qu'il y a eu cette connexion entre le site et le wallet, des zones du site auxquelles je n'aurais pas accès si j'étais le grand public. Autre idée, peut-être que je vais avoir accès à un service après-vente, un service client, avec des niveaux de réactivité plus courts, parce que je suis un bon client, ou parce que, en tout cas, je suis client. Je vais exactement les mêmes genres de principes, peut-être accéder à des promos ou à des avant-premières, ou le fait d'être mis sur une liste d'attente pour bénéficier du lancement de la nouvelle montre avant le grand public. Et puis, à terme, là, on se projette un peu, si une marque est prête à accepter un paiement en ligne, en crypto-monnaie, comme je vous l'ai dit, donc dans votre wallet, vous pouvez avoir des crypto-monnaies. Ben, si la marque accepte, je vais pouvoir faire une transaction et entre parenthèses, ça sera une transaction directe, sans tiers, sans les commissions de Visa et tout ce qu'on peut évoquer. Et juste avant de conclure, l'idée qui est derrière ça, et c'est pour ça qu'on parle d'un événement assez fort dans le marketing relationnel, c'est que peut-être qu'on est en train de suivre
une relation entre une marque et un produit plus qu'un individu. Je m'explique parce que c'est là encore pas hyper évident. Cette fameuse montre Breitling que je possède, je vais peut-être être amené à la vendre ou à la donner. Bon, déjà, il y a tout le processus où, parce que je suis détenteur du NFT qui prouve que c'est une Breitling, mon acquéreur peut être rassuré. Et puis, à un moment donné, je vais lui donner ce certificat de propriété par NFT. Et là, il y a quelque chose de très nouveau, c'est que dans le monde classique, la marque Breitling, elle a perdu le contact avec le futur possesseur de cette montre. Si vous travaillez dans cette logique du NFT et du wallet, la personne qui a acheté cette montre, elle aura du coup sur son wallet le NFT comme quoi, qui prouve qu'elle est possesseur. Et donc, elle pourra se connecter sur le site, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et là encore, la marque, et aujourd'hui, elle ne sait pas le faire, elle ne sait pas parler aux gens qui sont ce qu'on appelle le marché de la seconde main. Avec ce système-là, elle pourra proposer les mêmes avantages à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, mais dont elle sait que cette personne est propriétaire d'une montre et donc lui offrir des promos, etc. Vous l'avez compris. Donc, j'en arrive à la fin. J'espère que vous avez tenu le coup parce que c'est un peu dense, mais en résumé, les 3 usages qui me paraissaient intéressants de vous partager cet après-midi, c'est vraiment le sujet autour de le métaverse n'est pas que ce n'est pas que du divertissement comme on peut le voir beaucoup, mais il y a des expérimentations intéressantes sur la partie professionnelle, le B2B, expérimentation en termes de collaboration, la formation, la simulation, j'en ai parlé. Le deuxième usage qui me paraît là encore vraiment structurant, c'est cette rémunération de la propriété intellectuelle ad vitam, donc rémunérer le créateur à chaque transaction. Et pour finir, c'est tout ce que je viens de vous évoquer sur le fait qu'on a probablement entre les mains des nouveaux usages dans le marketing relationnel, le CRM, pour gérer des relations un peu différentes entre une marque et ses consommateurs. Tout ça, et c'est en tout cas la promesse du Web3, dans une logique de respect des données privées. Après, c'est un sujet qui est en train d'avancer. Il y a aussi des difficultés, hein, tout n'est pas rose, hein, il peut y avoir des problématiques de sécurisation, mais il y a ce que je voulais vous partager, c'est les axes de réflexion qui me paraissent assez structurants, et en tout cas, je pense qu'il faut les avoir un peu en tête et continuer à écouter là-dessus. Voilà, donc j'ai terminé, je vous remercie beaucoup déjà de votre attention. S'il y a des questions, je vais me tourner vers la droite pour essayer de voir si vous avez des questions et je vais y répondre, sinon vous pouvez me contacter sur LinkedIn. J'anime avec CCM Benchmark une journée de formation sur Web3 et Metaverse. On aura plus de temps, je respire un peu plus, ça dure une journée, voilà, et puis de toute façon, vous retrouverez aussi le replay, vous allez recevoir très prochainement un lien avec le replay, mais pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à vous tourner vers le chat et on y répondra, vous aurez toutes les informations, email, etc. Donc, à mon tour de me retourner, voir si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement tout est possible avec le métaverse dans le milieu pro? C'est quoi tout est possible? Je suis pas du tout et je fais pas partie des gens qui considèrent que tout va se passer là. Je vous parlais notamment dans le domaine des ressources humaines, de la question de l'accueil des candidats, évidemment de l'importance du physique. Moi, je le vois plutôt comme un outil. Et encore une fois, en étant hyper pragmatique, hein, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses? Donc, la question est un peu large, Emeline, mais est-ce que tout est possible? Certainement pas. En revanche, moi, ce que je vous invite à faire, c'est par rapport à votre secteur d'activité, de vous mettre en place les bonnes veilles sectorielles, de voir ce qui se passe. Mais oui, il y aura des choses. Oui, il y a des choses qui vont se simplifier sur la collaboration, sur le travail à distance. Voilà, je peux pas aller beaucoup plus loin dans ma réponse parce que le concept est un peu large. Et en tout cas, je ne fais pas partie des gens qui vont vous dire tout se passera sur le métaverse. Pas du tout. En revanche, oui, c'est des nouveaux usages et il faut les accueillir et les écouter comme tels en gardant votre libre arbitre. Mais je crois que le but du jeu, c'est qu'à un horizon assez court, vous ayez vos convictions. Ça veut dire aussi tester des choses, d'aller vous balader là-dedans. Mais je pense qu'avoir vos propres convictions sur ces domaines qui sont assez structurants, ça me paraît probablement assez important.
Alors, alors, si on me vole ma Breitling, hyper intéressant comme question. Merci Sylvia. Si on me vole ma Breitling, euh, la personne qui vous la vole et qui voudrait la revendre, encore une fois, je parle de cas d'usage et d'expériences qui sont peut-être pas opérationnelles aujourd'hui, mais la personne qui pourrait acquérir cette Breitling volée pourrait être normalement, avec toute la pédagogie autour de ces sujets, encline à vous demander, OK, pas de problème, est-ce que je peux prendre le NFT qui prouve l'authenticité? Est-ce que je peux prendre le certificat de propriété? Et là, on peut imaginer plusieurs cas. On peut imaginer du fait que si vous avez le numéro de série, d'abord, il y a de passer par la plateforme de Breitling qui peut indiquer qu'elle a été volée. Ça, c'est dans un cas, mais vous pouvez aussi avoir un cas de figure où vous êtes un acquéreur un peu prudent et que si votre vendeur n'est pas en mesure de vous fournir ce certificat d'authenticité / propriété, alors il y a un doute. Mais voilà un élément de réponse sur le fait que je crois, c'est une conviction assez forte, que sur les éléments de valeur, on va être amené à avoir un peu cette logique de jumeau numérique entre le bien physique et son NFT. Mais vous pouvez aussi l'avoir, il y a des expérimentations aujourd'hui sur le fait qu'il n'y a pas que les objets physiques, hein. Vous pouvez avoir votre diplôme, par exemple, qui émane d'une université, d'une école, peut être aussi quelque chose qui est un NFT qui prouve l'authenticité. J'enchaîne, il y a une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que Breitling perçoive des commissions sur le marché secondaire? C'est techniquement possible, mais je ne crois pas que ça soit leur Breitling ou les autres, hein, parce que c'est vrai que l'industrie du luxe travaille très activement sur ces sujets. Je crois, je n'ai pas de secret à vous partager, mais je crois que la priorité pour les marques de luxe, c'est plutôt d'avoir une traçabilité du marché secondaire et de pouvoir continuer à parler, à créer de la relation avec des gens qu'ils ne connaissent pas parce que ce ne sont pas les acquéreurs, les primo-accédants. Donc je crois que c'est le sujet sur lequel il travaille, plus que d'avoir des commissions. Après, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour répondre à cette question. C'est en tout cas techniquement possible. Sommes-nous sûrs, alors Frédéric qui me pose la question, sommes-nous sûrs que les sites de wallet, MetaMask ne seront pas les GAFA de demain qui maîtriseront l'accès aux données? Frédéric, c'est toute la question et merci de la poser. C'est que je vous ai raconté en intro que un des grands éléments du Web3, c'est cette logique de décentralisation. Ça, c'est très beau, c'est très bien sur le papier. Si on est non pas cynique, mais juste observateur, en ce moment, on a plutôt l'impression que on voit de la centralisation. Quand vous voyez les investissements, je vais répondre à votre question, mais quand vous voyez les investissements qui sont faits, par exemple, dans les métaverses en termes d'acquisition par Meta, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs métaverses aujourd'hui. Si en fait demain 80% de l'audience est sur Meta, là on est centralisé. C'est exactement la même chose avec un wallet. Si le wallet qu'on va tous utiliser sera celui d'Apple qui sera dans votre smartphone, si jamais ils en font un ou un autre, oui, la question que vous posez est absolument structurante, mais là encore pas de réponse. C'est un peu un jeu qui est en train de se faire. On aura toujours des wallets qui seront un peu alternatifs, parce que n'oublions pas non plus que même si c'est centralisé au sein d'un wallet qui serait la propriété d'un GAFA, si on respecte les principes, on est sur une blockchain. Donc, si on est sur une blockchain, ça veut dire que les choses sont traçables. Ça veut dire que le GAFA en question ne peut pas non plus faire n'importe quoi parce que ceux qui ont les outils verront l'ensemble des transactions. Donc, oui, pour moi, le sujet que vous soulevez est un vrai sujet. C'est un sujet sur le risque du fait que, au-delà de la promesse initiale de décentralisation, ça soit que quelques acteurs qui aient ça. Je crois que ça serait pas réaliste de dire que c'est pas une menace. Donc, il faut rester là-dessus. Un autre très gros sujet sur lequel beaucoup de gens bossent en ce moment, c'est cette interopérabilité. Je
vous ai parlé des différentes blockchains. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut être vite complexe, mais est-ce que si j'ai mon wallet est-ce que moi, Marc Breitling, est-ce que je fais un wallet Breitling ou est-ce que je vais m'interopérer avec une autre typologie de wallet? Donc, il y a encore beaucoup de sujets. Hein. Je vous disais tout à l'heure, on en est un peu qu'au début. L'objet de cet échange d'aujourd'hui, c'est pas du tout de répondre à toutes les questions précises, parce que d'abord, moi, j'ai pas les réponses. Il y a plein de choses sur lesquelles on est en train d'avancer en marchant, mais c'était d'essayer d'attirer votre attention sur les 2-3 sujets dont on parle un peu moins, qui peuvent avoir des impacts pour vous dans votre boulot. Et vraiment, ça, c'est un message important. Et puis, je vais m'arrêter là, parce qu'il faut aussi respecter votre temps. Mais ayez vos convictions, testez, faites-vous vos avis. Parce que, voilà, au-delà de l'hypermédiatisation à laquelle on a tous été confrontés, je crois vraiment qu'il y a des sujets qui vont changer les choses dans notre quotidien. Et donc, restez en veille sectorielle sur vos métiers. Et voilà, c'était un peu l'objet de l'échange que j'avais envie d'avoir avec vous aujourd'hui. Merci une fois de plus de votre temps. Je suis un peu obligé de couper pour respecter les agendas de tout le monde. Si vous avez des questions, il y a les informations dans le chat. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et gardez vos yeux et vos oreilles ouverts sur ces sujets-là. Ça va quand même un peu bouger. Merci de votre attention et j'espère à très bientôt.